Bienvenue dans le 8h30 politique sur France Info Radio et Télé avec, comme tous les samedis, Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Jannick. Notre invité ce matin, Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Un homme se réclamant de l'État islamique a donc tué 4 personnes et en a blessé 15 autres hier dans l'Aude avant d'être abattu lui-même par le GIGN. Première question, Jannick. Oui, Éric Coquerel, bonjour. Quelle réponse attendez-vous d'Emmanuel Macron et du gouvernement? Déjà, moi, je voudrais penser justement au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des moments comme ça, je sais pas si vous, mais j'essaye de m'imaginer dans la peau de quelqu'un qui accepte de donner sa vie pour sauver d'autres vies. Enfin, et je dois dire qu'il est face à quelqu'un qui donne sa vie pour semer la mort. Voilà. Et je pense que c'est un bon résumé de ce qui nous oppose justement à ce type d'idéologie. D'un côté, il y a la fraternité, de l'autre côté, il y a la haine, de l'autre côté, il y a la vie, de l'autre côté, il y a la mort. Et c'est notre force et leur faiblesse. Mais pour que ça soit notre force, il faut à un moment donné des gens qui l'incarnent. Et je dois dire que moi, ce matin, quand j'ai appris la nouvelle, c'est quelque chose... c'est un hommage. On a envie de penser à sa famille, à ses collègues, aux siens. Mais c'est surtout... je suis éberlué par tant d'héroïsme. Mais c'est des hommes comme ça. Et c'est surtout ce qu'ils incarnent qui, justement, fait notre force par rapport à des idéologies de la mort. C'est d'abord ça que j'ai envie de dire. Et certains dans la classe politique ce matin espèrent que ça puisse être une prise de conscience dans un tournant dans la lutte contre l'État islamique. Ça peut être, si tant est qu'il y ait besoin de prise de conscience. Je crois que de manière écrasante dans le pays, partout dans le pays, il n'y a pas besoin de prise de conscience par rapport à l'État islamique, par rapport à Daesh. Je crois pas... bien sûr, à un moment donné, on a besoin de s'incarner. Un pays a besoin de s'incarner dans des valeurs positives. Et le gendarme qui est mort hier, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, c'est une valeur positive. On a envie de se dire, on se bat pour ces valeurs-là, on vit pour ces valeurs-là. À un moment donné, on s'oppose à des gens qui veulent semer la mort pour ces valeurs-là. Des valeurs encore une fois, j'insiste sur le mot fraternité. Oui. C'est un des 3 mots. On en parle rarement des fois, mais qui est sur le fronton de nos mairies. Et voilà. Non, je crois pas qu'il y ait besoin d'un tournant. Par contre, il y a une chose qu'il faut se dire. Alors, moi, je ne suis pas de ceux qui vont crier d'une manière ou d'une autre par rapport au fait que des loups comme ça solitaires peuvent continuer à semer la mort. On le sait. Bon, en plus de ça, on voit maintenant, c'est toujours les mêmes profils, des délinquants qui n'ont pas une formation religieuse très importante, au contraire, qui sont radicalisés il y a peu de temps. Donc, il est toujours compliqué, je dois dire, de faire face à ça. Ça a heureusement diminué, mais la menace existe toujours. Et là, par contre, je voudrais dire quelque chose. La menace de Daesh, elle se combat partout, sur le sol français. Là, c'est des questions de sécurité, de police, de renseignement. Alors, je vous interromps justement, Éric Coquerel, pardonnez-moi, je vous interromps puisque c'est vous qui abordez ce sujet. Oui. Pardon. En octobre dernier, vous n'avez pas voté la loi sur la sécurité intérieure qui, je résume, introduisait quelques dispositions de l'état d'urgence dans le domaine législatif. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce que vous dites, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir eu tort? Non, mais cette loi est passée, il y a malheureusement 4 morts. Donc expliquez-moi en quoi cette loi empêchait. Chacun savait au moment où, alors ceux qui disaient le contraire faisaient un saut démagogique. Il y en aurait peut-être plus si elle n'était pas passée, donc vous ne regrettez pas. Non, la transformation... Vous savez, Daesh, là on parle de valeurs. On parle des valeurs qu'incarne justement le colonel Beltrame. Bon, Daesh... Il sait qu'il ne nous vaincra pas militairement. Donc il essaye de s'attaquer à nos principes de droit, nos principes de démocratie, à faire en sorte que notre pays se divise. C'est ce qu'il a essayé depuis le début. Et fort heureusement, d'ailleurs, il y a eu une réaction de la population française, d'une manière très majoritaire, qui lui a dit « Nous ne nous diviserons pas, nous ne diviserons pas en communauté, malgré le fait que certains ont essayé justement de jouer là sur ce choc des civilisations que Daesh propage. Donc c'est là-dessus le combat est nécessaire. Et la raison pour laquelle nous avons voulu nous opposer à cette loi, c'est qu'on ne peut pas transformer l'état d'urgence en un état permanent, tout simplement parce qu'on affaiblit, j'allais dire, le pouvoir qui est celui de la justice. Voilà, on affaiblit. Donc, on affaiblit l'état de droit et on pense que c'est pas bon. Mais en plus de ça, efficacement, chacun sait en réalité que c'est pas là où ça se joue. Ça se joue, et ça, nous l'avons toujours demandé. Nous l'avons toujours demandé. Ça se joue sur les moyens donnés au renseignement, de moyens donnés à la police, qui tournent le dos à des politiques d'austérité, où là, chacun sait bien que les premiers attentats liés à Daesh,
il y a maintenant des années, je pense notamment à Charlie, ont été dus justement à des situations où on suivait par exemple un certain nombre de dossiers, mais pas plus de dossiers, parce qu'il y avait des politiques d'austérité qui étaient appliquées. Ça a été dit, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces hommes expliquant nous avons 10 personnes que nous devons suivre. S'il y en a un 11e, il faut remplacer un des 10. Donc il y a mais vous parlez, Éric Coquerel, des moyens. Oui, là, en l'occurrence, je parle des moyens intérieurs. Terroriste était suivi et il n'avait pas été jugé dangereux dans l'immédiat. Oui, mais ça, vous conviendrez avec moi que ça n'a aucun rapport. C'est des problèmes de renseignement. Ça n'a aucun rapport avec le fait de juger ou pas, de transformer ou pas, de faire en sorte qu'un juge, par exemple, ait moins de pouvoir par rapport à la police. Et c'est ça le problème de l'état d'urgence. Je veux dire, ça, la justice, là, en plus, on le suivait. Donc là, il n'y a pas un problème d'urgence. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un problème de dysfonctionnement des services? Ça, il faudra voir. Comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, pourquoi cet homme dangereux n'a pas été considéré comme suffisamment dangereux par rapport à des profils. Ça effectivement, il faut essayer d'améliorer les choses. Moi, je constate quand même, j'ai l'impression que depuis qu'il y a eu une prise de conscience, il y a plus d'efforts, plus de progrès qui ont été faits en matière de renseignement, en matière de sécurité intérieure. Il faut continuer. Mais je voudrais aborder le deuxième sujet, d'accord ? On nous dit Daesh est battu sur le terrain, c'est-à-dire là, dans le foyer où il s'est développé. Bien. Eh bien, moi, je m'étonne. Et là, par contre, puisque vous nous parlez de notre position à l'Assemblée, nous avons une position à l'Assemblée depuis des semaines où nous demandons pourquoi ceux qui combattent le plus efficacement Daesh sur le terrain, c'est-à-dire les Kurdes du Rojava, sont aujourd'hui abandonnés par la France alors qu'ils se font bombarder par la Turquie en Syrie de M. Erdogan, d'accord, et que ce sont eux qui pendant que l'alliance, pendant que la coalition a porté un appui aérien, ceux qui n'empêchent ont donné les coups les plus sévères, et ça tous les militaires vous le diront sur le terrain, c'est les Kurdes. Et les Kurdes aujourd'hui sont attaqués par la Turquie de M. Erdogan. Que fait la France par rapport à ça? Cet après-midi, ils manifestent pour Afrin, nos amis kurdes. D'accord, ce sont nos alliés de toujours. Et nous avons posé la question à M. Le Drian à l'Assemblée nationale. Nous lui avons dit comment vous pouvez maintenant abandonner nos alliés les plus fidèles. Ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Vous qui nous disiez il y a quelque temps que la lutte contre le Daesh était la lutte prioritaire. La réponse de M. Le Drian a été de dire que la Turquie avait le droit de protéger ses frontières. Eh bien moi je suis très étonné que entre la Turquie qui a le droit de protéger ses frontières et qui pendant des années a laissé le pétrole de Daesh passer à travers ses frontières et les Kurdes qui le combattent sur le terrain, nous choisissions plutôt au nom de l'OTAN, les Turcs contre les Kurdes. Voilà, ça, par exemple, je pose la question et je dis qu'il serait temps que la politique française change à ce niveau-là. Éric Coquerel, député de la France Insoumise, on va parler dans un instant de la journée de mobilisation du 22 mars, réussie ou pas, vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. 8h40. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, est toujours avec nous dans le 8h30 politique avec Yannick Halimi du Parisien aujourd'hui en France. Éric Coquerel, vous étiez jeudi dans la manifestation à Paris avec les cheminots, avec les fonctionnaires également. Selon un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro que nous avons publié hier, une majorité de Français trouvait la manifestation justifiée avant cette journée du 22 mars, mais après, 55% des personnes interrogées estiment que ça a été plutôt un échec. Alors, votre avis, réussite ou échec? Tous les médias disent c'est un échec, au bout d'un moment, les gens finissent par le croire. Dans ce genre de sondage... C'est une question de médias. C'est prendre les Français quand même pour des gens qui ne sont pas, monsieur Coquerel. Mettez ce genre de sondage à l'écart, fait je ne sais comment, etc. C'est une indication à un instant T, 1000 personnes interrogées. Voilà. D'accord. Moi, ce qui m'apporte, c'est que cette mobilisation a été une réussite, notamment du côté des cheminots. On annonce par exemple, j'ai pas tous les chiffres, mais on annonce par exemple 20% de grévistes chez les cadres de la SNCF, ce qui paraît-il est exceptionnel comme chiffre et qui montre bien qu'il y a une réaction très forte et pour cause, parce que ce dont il est question, c'est la fin du service public ferroviaire et à terme, quoi que dise le gouvernement, sa privatisation annoncée. Donc les gens de la SNCF se battent pour leur statut, certes, mais avant tout, ils se battent pour l'intérêt général, c'est-à-dire pour faire en sorte que un des grands acquis de ces 70 dernières années, c'est-à-dire le fait que nous ayons un service public ferroviaire, se maintiennent dans ce pays, au nom justement d'une politique écologique, parce que le train reste le transport le plus écologique, au nom d'une politique de l'aménagement du territoire, etc. Donc moi je pense que c'est essentiel. Monsieur Macron a voulu affronter, et je pense que c'est une volonté de sa part, comme Madame Thatcher l'avait fait dans le passé avec les mineurs anglais, a voulu affronter pour passer sa politique, très certainement ceux qui sont les plus organisés syndicalement, ceux qui également sont les plus unitaires, il y avait tous les syndicats jeudi, pour passer en force. J'espère qu'il va avoir un os et on le verra dans les jours à venir.
au moment des chiffres de grève. Alors, Éric Coquerel, justement, vous parliez des cheminots, mais Jean-Luc Mélenchon, vous-même, la France Insoumise, appelle toujours à la convergence des luttes. Est-ce que, justement, c'est tout le contraire qui n'a pas été démontré jeudi dernier, vous le disiez vous-même, il n'y a pas eu la même mobilisation de la part des fonctionnaires que des cheminots stricto sensu. Les syndicats, on l'a vu, ne sont pas tous tout de même sur la même longueur d'onde, même s'ils étaient dans la rue. Et l'unité politique entre vous, par exemple, et le Parti socialiste a été loin d'être évidente. Alors là, il y a 3 questions. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense Alors, je parlais de la convergence des luttes, on n'a pas l'impression qu'elle soit évidente. D'abord, dans vos questions, vous donnez des réponses. Je ne sais pas où vous avez été voir que sur la question de la SNCF, aujourd'hui, les syndicats ne sont pas sur la même position. Je parle de la fonction publique avec ceux de la SNCF. Donc, nous savions là que ce qui se joue là principalement actuellement, parce que c'est la première attaque frontale. Après, il va y avoir les projets sur la fonction publique. On verra bien à quel niveau ça mobilise par la suite. Mais ce qui se joue là pour l'instant, c'est la SNCF. Bien. Je vais même vous expliquer après pourquoi, si vous m'en laissez le temps. Mais c'est la SNCF. De ce point de vue-là, les syndicats sont unitaires ensemble. Bien. À la SNCF, oui. Jeudi dernier, ce dont vous parlez, cette convergence, non pas des luttes, j'aime pas trop le terme, parce que ça a un côté réducteur. Nous, on appelle ça plutôt une convergence citoyenne. C'est-à-dire l'idée qu'à un moment donné, face à la politique d'Emmanuel Macron, tous ceux qui ne sont pas satisfaits de cette politique, tous ceux qui s'y opposent sur des valeurs qui sont les nôtres, celles de l'État social, d'une plus grande égalité, qui refusent la fin des services publics, puissent un jour le dire ensemble. Et pour le dire ensemble, quand vos secteurs ne sont pas en grève parce qu'il n'y a pas d'appel à la grève, ou quand il est difficile de faire grève, parce qu'on sait que dans le privé, c'est encore plus difficile de faire grève, même si dans le public, je rappelle que quand on fait grève, on perd des journées de travail, eh bien, nous proposons toujours une grande marche, un week-end, qui pourrait être au printemps, au moment où justement on parlera des 1 an d'Emmanuel Macron, et qui réunirait associations, syndicats, formations politiques et surtout les citoyens. Bon, ça c'est une chose. Là, jeudi, ce n'était pas ça. Donc vous ne pouvez pas comparer ce qui s'est passé jeudi avec nos perspectives. Jeudi, c'était une manifestation syndicale. Je la juge très réussie, très offensive. Il fallait voir dans la manifestation, les gens étaient combatifs. Et nous, là, nous appuyons les syndicats. Nous sommes derrière les syndicats. Donc ça, là, on n'en est qu'au début. Ne commençons pas à présager de ce qui va se passer. On n'est qu'au début de cette mobilisation. Ce qui va être important, c'est à partir d'avril et des journées de grève. Et là, on verra bien la situation des uns et des autres, du gouvernement et justement des salariés mobilisés. Alors, quelle est la position du gouvernement? Que va-t-il se passer? C'est la question que vous posez, Éric Coquerel. Une indication d'Emmanuel Macron. Hier, le président dit la mobilisation n'aura de toute façon pas d'impact sur les réformes. Le gouvernement déterminé, je vais vous faire écouter un extrait, c'est ce que disait aussi Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, hier sur Europe 1. Ce sera aussi ceux qui n'ont pas manifesté. Vous connaissez le refrain, Éric Coquerel. Est-ce que vous pensez quand même pouvoir faire plier Emmanuel Macron et le gouvernement? Darmanin, il est très fort en baratin de marketing, ça a toujours été une de ses forces. Mais je vous fais remarquer, vous mettez à la place de M. Darmanin ou de M. Édouard Philippe ou de Macron, vous mettez Jacques Chirac, Alain Juppé, 95, et puis toutes sortes de gouvernants. Il n'y en a pas un qui ne dit pas au départ d'une mobilisation, nous ne céderons pas. Rappelez-vous Juppé, je resterai droit dans mes bottes. Hein, d'accord. Bon, finalement, non seulement 95. Il a été battu, et il a dû démissionner. Donc voilà, et en plus, on sait que parmi les gens du gouvernement, il y a beaucoup qui sont des juppéistes, donc je leur souhaite le même sort. Non, ça pour moi, ça n'a pas d'impact. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a une mobilisation sociale, c'est un grand jeu, le gouvernement dit ça, puis après, il est obligé de céder quand il s'avère que la mobilisation sociale fonctionne parmi ceux qui peuvent la pratiquer et qu'il y a un soutien dans le pays. Vous me parliez tout à l'heure des sondages, oui. Là aussi, 95, je m'en souviens très bien pour avoir déjà soutenu les cheminots à l'époque. Au début, je peux vous assurer que les sondages sortaient le fait que les Français n'étaient pas solidaires. Pourquoi? Parce que la première réaction, notamment, il neigeait en 95, je me souviens, il y avait un temps terrible, c'est que les usagers, d'abord au début, et c'est normal, ils sont perturbés, ennuyés par une grève. Donc leur première réaction, c'est pourquoi ils font grève? Et puis, au fur et à mesure qu'il y a la grève, il y a les arguments qui viennent. Alors on oublie au départ le bruit des arguments gouvernementaux qui disent ah oui, ils défendent leur statut en inventant d'ailleurs des primes qui ne sont plus. Puis au bout d'un moment, il y a d'autres choses. Voilà, il y a par exemple la voix de gens tels que nous qui expliquons qu'en réalité ils défendent le service public. Le service public c'est important parce que si les gens voient leur gare disparaître, comme c'est de plus en plus le cas dans des territoires ruraux, eh bien ils perdent énormément de possibilités de se déplacer, d'être mobiles dans des territoires déjà oubliés. Bref, au bout d'un moment, il y a une conviction et souvent ça s'inverse. Souvent ça s'inverse, ça s'est passé en 95, ça s'inverse contre le gouvernement. Je pense que cette fois-ci, ça peut être exactement la même chose. Et je pense que c'est la même chose, et là je voudrais expliquer qu'est-ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron et en parler à vos auditeurs. Emmanuel Macron, il veut définitivement aligner la France sur le néolibéralisme. Pour aligner la France sur le néolibéralisme, il faut attaquer les 4 piliers de l'État social. Il en a attaqué un premier, les lois sociales avec les lois pénicaux
qui inverse la valeur entre les accords d'entreprise et la loi. La loi ne protège plus partout les salariés. Deuxième pilier, une politique d'austérité terrible avec un budget qui fait 9 milliards de cadeaux aux plus riches. D'austérité, vous allez peut-être un peu fort. Le pouvoir d'achat ne baisse pas vraiment. Je crois que vous avez mal suivi le débat budgétaire parce que quand vous avez 12,6 milliards de dépenses publiques en moins, notamment pour en donner 9 milliards aux 1% les plus riches des détenteurs de capitaux, j'appelle ça de l'austérité et de l'inégalité. Mais quelles sont vos propositions à la France insoumise ? Laissez-moi juste aller jusqu'au bout de ce que je dis. Ensuite, il y aura la protection sociale qui sera attaquée. Ça, c'est les retraites, c'est la transformation des cotisations en fiscalité, c'est l'année prochaine. Et là, on s'attaque aux services publics, aux entreprises publiques. Et on commence par la plus emblématique d'entre elles, la SNCF. Mais on sait que derrière, on veut privatiser ADP, qui pourtant est un monopole, ce qui est contraire à la Constitution de 46, l'aéroport de Paris, contraire à la Constitution de 46. Et il faudrait se souvenir que la dernière privatisation de monopole, c'est les autoroutes où tout le monde dit que c'est une catastrophe. Mais donc on ne touche à rien, Éric Coquerel. Pourquoi voulez-vous qu'on touche à l'intérêt général ? Non, je vous pose la question. À quoi ça sert de continuer à nourrir ceux qui aujourd'hui se gavent des richesses de ce pays ? Mais la SNCF comme fonctionne bien, d'après vous ? Vous savez pourquoi elle fonctionne moins bien, la SNCF ? Elle fonctionne moins bien. Je suis d'accord avec vous. Il y a 30 ans, les trains arrivaient beaucoup plus à l'heure, il y a moins de problèmes techniques. Mais si vous pensez que c'est dû au statut de cheminot qui s'est d'ailleurs dégradé depuis 30 ans, parce qu'il y a déjà eu des attaques, là, je pense que c'est de mettre à l'heure par rapport aux Français. La SNCF fonctionne moins bien parce que déjà, il y a eu la préparation de la concurrence avec le fait de séparer le roulant des trains. Ça a été une décision absolument stupide. Deuxièmement, parce qu'on a fait le tout LGV, d'accord, qui est une très mauvaise chose par rapport aux lignes classiques. C'est ces raisons et il y a moins d'investissement de l'État. Donc, redonnons-lui un rôle de service public et ne faisons pas comme le fret ferroviaire qui est ouvert à la concurrence, ce qui fait qu'il n'y a plus que 10% de la part du fret ferroviaire par rapport au tout camion, ce qui est une catastrophe écologique dans ce pays. Cette interview continue dans une minute juste. France Info. Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, toujours avec nous. Vous étiez, Éric Coquerel, on l'a dit jeudi, dans la manifestation à Paris. Vous n'étiez pas seul, évidemment. Il y avait aussi notamment le futur patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, un peu chahuté dans le cortège, qui a appelé de ses vœux l'union des gauches. Si la gauche n'arrive pas à s'unir à un moment donné, à comprendre que ce qu'elle a à faire ensemble est plus important que les désaccords peuvent nous nourrir, eh bien alors nous ouvrirons la possibilité à la droite de rester très longtemps au pouvoir et en réalité démolir complètement le service public. C'est pour ça qu'il faut, malgré ces mouvements d'humeur, être là, être présent. On a quand même entendu ce que disait Olivier Faure malgré les quelques sifflets. Oui, alors, Éric Coquerel, effectivement, on a pu deviner. Olivier Faure, qui va être prochainement le leader du Parti Socialiste, semble vous tendre la main, revendiquer une sorte d'unité retrouvée de la gauche, Benoît Hamon également. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pareil, le même Olivier Faure, il y a quelques temps, était en train d'expliquer qu'avec nous, c'était pas possible, parce que eux étaient une force de gouvernement. Vous comprenez, le Parti Socialiste, il peut être très bas dans les sondages, il peut avoir été décimé en termes de militants, d'élus depuis quelques années. Il est toujours le parti gouvernemental, chacun le sait, etc. Bon. Et nous, on serait le parti d'opposition. Donc là, tout d'un coup, il a des mots aimables parce qu'il est en difficulté. Moi, je vais vous dire une chose. On ne va pas recommencer. Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel à cette dernière élection présidentielle, c'est que nous sommes passés devant le Parti Socialiste. Et donc, quelque part, le dernier atout du Parti Socialisme, c'était le côté vote utile. Donc voilà, on a réussi à en finir avec ça. C'était une espèce de camisole de force jetée sur absolument tout le camp progressiste. En dernière instance, il fallait voter pour le Parti Socialiste, même s'il faisait la même politique que la droite. On a réussi à casser ça. Ne comptez pas sur nous pour maintenant essayer de sauver un Parti Socialiste dont je rappelle que je voudrais bien savoir sur quoi va se faire l'unité. Parce que, monsieur Olivier Faure... Sur la critique de la politique de monsieur Macron, peut-être ? D'accord, vous avez à voter, s'est abstenu au moment du vote de confiance à l'Assemblée nationale par rapport à monsieur Édouard Philippe, au programme d'Édouard Philippe. Il n'y a eu que 3 contre dans le groupe socialiste. Donc on va faire accord sur quoi ? Il expliquait lui-même, il y a quelques mois, qu'il souhaitait bonne chance à Emmanuel Macron. Donc nous, on est opposants, de manière très claire. Donc on ne va pas essayer de resituer au nom d'une étiquette de gauche dont on voit bien qu'elle mélange des choses très diverses et même en désaccord sur le fond politique. Le mot gauche n'a plus de sens aujourd'hui. Là, tel que l'utilise M. Faure, c'est-à-dire laisser penser qu'entre nous qui sommes des opposants
très claire de l'opposition populaire à M. Macron, tout en faisant des propositions alternatives. Et une force qui finalement a gouverné pendant des années avec M. Macron, je parle de Hollande, et qui n'a pas l'air d'avoir bien compris, au point de s'abstenir, et même pour certains de voter pour la confiance au gouvernement, qui n'a pas l'air d'avoir bien compris ce qui est en train de se passer, ne comptez pas sur nous pour arriver en disant « Ah mais il n'y a pas de problème, on va remettre le Parti Socialiste sur un piédestal ». Non, c'est pas je pense que le Parti Socialiste aura beaucoup à faire, et à mon avis, il sera peut-être mort d'ici là, pour expliquer qu'effectivement, il a compris ce qui lui était arrivé depuis 30 ans, c'est-à-dire il a fait la politique du système. Et il y a le Parti Socialiste, il y a quelqu'un d'autre quand même qui est revenu ces dernières semaines sur le devant de la scène médiatique et politique. Olivier Besancenot, avec qui vous avez sans doute plus d'atomes crochus, appelle lui aussi à l'unité de la gauche. Et Clémentine Autain aussi, qui fait partie de votre groupe à l'Assemblée nationale. Où avez-vous vu que c'était un problème ? On a signé un appel. Vous savez, il y a une chose que vous découvrez de journaliste, parce que il y a une chose parce que vous faites un petit feuilleton sur cette histoire. Vous savez, il y a c'est pas un feuilleton, c'est une vraie question. Il y a des choses qui échappent à vos radars, d'accord ? Il y a 3 semaines de ça, il y a un syndicaliste qui s'appelle Gaël Kirant, qui est un syndicaliste Sud-PTT qui menace d'être licencié pour faits syndicaux. Et il nous a, comme souvent le font les syndicalistes, demandé un appel unitaire. Cet appel unitaire, il va d'Olivier Besancenot, Pierre Laurent, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, des écologistes, etc. Exactement à peu près les mêmes personnes qui ont signé l'appel pour la manifestation. Personne n'a arrêté de dire « Ah, mais tiens, vous signez ensemble, il y a une union de la gauche ». Non, tout le monde a considéré ça comme normal. Des appels comme pour la manifestation de jeudi, quand il y a des partis qui, séparément, sont pour une mobilisation sociale, ils le disent souvent ensemble, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais moi, je ne voudrais pas, par contre, ça serait pas bon pour ce qui nous importe, c'est-à-dire la réussite de la mobilisation des cheminots. Je ne voudrais pas qu'on fasse une utilisation politicienne de ça. C'est normal qu'on soit tous ensemble dans l'action. Quand nous avons appelé notre grande manifestation du 23 septembre l'an dernier, M. Hamon était là, M. Besancenot était là, Pierre Laurent est même venu faire un tour avec une délégation du Parti communiste. Donc je ne voudrais pas que tout d'un coup, au nom d'appel normal, on fasse une espèce d'utilisation politicienne qui consisterait à dire « Ah, Mélenchon divise, etc. » C'est pas le cas. M. Hamon a même signé cet appel après nous, mais on ne va pas jouer à ça. Donc là, arrêtons avec ça, c'est normal. Arrêtons cette tempête dans un verre d'eau. D'accord, Éric Coquerel, peut-être une dernière question. Vous parliez de la dynamique de la présidentielle qui avait changé le rapport de force au sein de la gauche. Pour résumer, tout de même, il y a eu quelques élections partielles ces dernières semaines. Vous n'en avez gagné aucune. Quelle leçon en tirez-vous ? Écoutez, moi ce que j'observe, c'est que toutes les élections partielles ont donné d'abord une gifle aux candidats du gouvernement. Toutes. Il y a une exception. Une exception. Oui. Dans cette exception, et vous n'en avez pas beaucoup parlé, on se retrouve à certains endroits avec 98% de votants pour le candidat d'En Marche. 98% de votants. Je suis très étonné. Oui, non, mais c'était face au candidat de la France Insoumise. Moi, je suis très étonné que vous, médias, vous n'ayez pas enquêté sur une élection qui donne à certains endroits et qui sauve la mise du coup du député d'En Marche, 98% à un candidat En Marche. Je suis très étonné que vous n'ayez pas regardé parce que franchement, c'est des chiffres de la Corée du Nord. Pas de leçon politique de vos échecs, alors. Échec, certes, des élections partielles. 10 secondes, Éric Coquerel, c'est terminé. La leçon que nous faisons, c'est que M. Macron est en difficulté, quoi qu'en disent les sondages, enfin, ce que confirment les sondages, et que je crois que nous restons l'opposition populaire. Et j'espère pour l'instant, parce que c'est ça qui est l'heure, que nous serons dans la mobilisation sociale et que celles-ci vont gagner. Merci Éric Coquerel, député La France Insoumise. Merci Yannick Halimi. À samedi prochain dans le 8h30 politique et lundi.